Bonsoir tout le monde, bonsoir, on se retrouve donc effectivement j'ai eu un petit souci technique, je comprends pas pourquoi mais bon c'est pas grave, en tout cas on se retrouve bel et bien ce soir sur Radio Mayuri Campus pour aborder le sujet qu'on doit aborder ce soir, c'est-à-dire les réseaux sociaux, impact sur la confiance en soi et addiction. Donc c'est un sujet qui est très important parce qu'aujourd'hui on se rend compte de quoi, c'est que nous sommes déjà beaucoup à utiliser les réseaux sociaux. Et en plus, on se rend compte que les réseaux sociaux ont un impact négatif sur nous. Mais ça, on va le voir en détail tout de suite. Parce qu'en fait, le souci, c'est qu'on se compare énormément aux gens. On se compare énormément aux autres. Et ça pose réellement problème. Donc, je vais vous parler de deux personnes, en fait, qui ont fait un témoignage. Donc, c'est deux filles qui ont fait une vidéo, en fait, qui parlent justement des réseaux sociaux. Et elles ont appelé cette vidéo-là ce qui m'a mise en dépression sur Instagram. Donc, c'est sur la chaîne Tiny and Brown. Et en fait, elles parlent de voyeurisme. Et elles disent en fait que le voyeurisme est vraiment présent sur les réseaux sociaux et que les gens adorent le voyeurisme. Alors vous, est-ce que vous considérez que le voyeurisme, c'est quelque chose que vous faites sur les réseaux? Est-ce que vous êtes sur les réseaux parce que vous avez envie de publier, vous avez envie de partager vos expériences, ou bien est-ce que vous faites partie de ces gens qui sont là et qui font uniquement que regarder en réalité? Alors, je vais vous parler d'un podcast que j'ai découvert en fait sur Super Daily, qui est une agence de contenu marketing et de réseaux sociaux. En fait, ils disent quoi? Ils disent que 90% des utilisateurs sur les réseaux sociaux ne sont que des voyeurs. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire que 90% des gens n'aiment rien, ne commentent rien. Ce sont des gens qui vont juste être là pour observer. 90% c'est énorme. Et ces gens-là, on les appelle des lurkers. Est-ce que vous faites partie de ces personnes-là? Personnellement, je publie puisque j'ai une activité sur les réseaux sociaux, donc c'est sûr que je vais publier, que je vais être un minimum actif, mais ça peut m'arriver, voilà, de regarder du contenu sur les réseaux sociaux sans pour autant cliquer j'aime ou autre. Donc, est-ce que vous sentez que vous pouvez vous reconnaître dans cette catégorie de personnes? C'est fort probable puisque lorsqu'on a 90% des utilisateurs, c'est quand même énorme. Donc, il y a une étude qui a été réalisée par Nielsen Normand. C'est un groupe mondial de recherche qui travaille notamment sur le comportement des utilisateurs. Donc, en fait, ils ont vu qu'il y avait 3 typologies d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. 1% qui étaient très actifs. Alors là, ça c'est surprenant parce qu'on se rend compte que sur 100% d'utilisateurs des réseaux, il n'y en a que 1% qui sont très actifs. Il y en a 9% qui participent occasionnellement et régulièrement. Et il y a ce qu'on appelle les 90%, en fait, qui vont juste observer, regarder. Et en fait, quand on fait par exemple le ratio, je vous donne un exemple. Il y a cette problématique qui veut que lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, par exemple, on va avoir 500 abonnés. Et on va se rendre compte qu'on va peut-être avoir 50 j'aime, 100 j'aime. Par rapport à ce ratio-là, on va se dire, bon, c'est pas possible, j'ai tout ça d'abonnés et pourtant je n'ai pas vraiment d'engagement. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est justifié par ça. Si vous avez un certain nombre d'abonnés et que pour autant vous n'avez pas beaucoup d'engagement, ça ne veut pas dire que les gens ne regardent pas ce que vous faites. Et je pense que par rapport à l'attitude que nous-mêmes nous avons sur les réseaux sociaux, nous pouvons attester de la véracité de ce propos-là. Bon après-midi à Pierre, et il est un petit peu plus tard de mon côté, mais bon, dans tous les cas, pourquoi en fait la plupart des gens ne font rien sur les réseaux? C'est bizarre. Pourquoi personne ne commente? Bon, alors parfois ça peut être par manque de temps, on n'a pas le temps, donc on n'a pas envie de commenter sur les réseaux. Aussi parce qu'on n'est pas forcément à la recherche de reconnaissance. Et ça, on va le voir, c'est que sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, on est à la recherche de reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'on a aussi un problème de confiance en nous. Et on va voir que il y a des gens qui vont sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils recherchent l'approbation des autres, et peut-être qu'on peut se reconnaître dans ça, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont tout simplement être impactés dans leur confiance en eux qu'ils ont déjà, parce qu'ils vont voir des choses sur les réseaux sociaux qui vont être à l'encontre de ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Donc ça peut être aussi parce que on a envie de garder un certain anonymat. Il y a des gens qui n'ont
pas forcément envie qu'on voit qu'ils ont commenté telle ou telle vidéo, qu'ils ont aimé telle ou telle vidéo, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie, voilà, qu'on voit ce qu'ils font. Et ça, c'est tout à fait légitime. Il y a aussi le souci, parfois, c'est parce qu'on n'a pas envie d'être jugé par ses amis ou par la communauté, en fait, tout simplement, de la personne qui poste une vidéo et qu'on va aller commenter. Donc, toutes ces choses-là vont faire que, les gens vont avoir tendance à ne pas être actifs réellement sur les réseaux sociaux. Donc, ces deux filles-là qui ont fait cette vidéo-là, elles disent aussi à un moment qu'il y en a une qui dit « J'ai commencé à avoir des complexes physiques ». Donc ça veut dire que c'est réel. Pas de souci, Pierre, pour le décalage, j'ai aucun problème. Et justement, il y a une fille qui disait « J'ai commencé à avoir des complexes physiques ». Donc s'il y a des filles qui nous écoutent ce soir, des femmes qui nous écoutent et qui sont sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, faut quand même le préciser, je me demande comment vous vous sentez par rapport aux images que vous pouvez avoir sur les réseaux, aux images qui sont véhiculées, à cette image entre guillemets parfaite qu'on observe beaucoup. Et le problème, c'est qu'on suit des personnes qui vont avoir une certaine image qui, il faut le dire, n'est pas forcément réelle, parce que les gens sur les réseaux sociaux, et ça c'est une phrase que vraiment je vous invite à retenir les amis ce soir, c'est que sur les réseaux sociaux, les personnes montrent uniquement leur vitrine. Il y a très peu de personnes qui vont montrer leur arrière-boutique. Et le problème, c'est qu'on compare notre arrière-boutique à la vitrine des autres. Mais si on comparait nos arrière-boutiques à tout le monde, on verrait qu'en réalité, ce qu'on voit sur les réseaux, en fait, c'est pas la réalité. Et je vais vous donner un exemple dans pas très longtemps d'une personne justement qui a montré comment elle faisait justement pour, c'est peut-être pas le bon terme, mais pour quelque part berner les utilisateurs ou pour donner une image finalement qui n'était pas une image qui était l'image de la réalité. Donc, il y a l'une des filles qui a dit « Je regardais les photos des filles et les likes et je me comparais. » C'est la réalité. On a tendance à adopter ce comportement-là, à se comparer et c'est un comportement toxique. Pourquoi? Parce que lui, il a plus de likes, elle a plus de likes, donc elle est peut-être plus connue, elle est peut-être plus appréciée et c'est directement lié à la reconnaissance que l'on recherche. Donc aujourd'hui, on se pose des questions ensemble, les amis, d'accord? Est-ce que sur les réseaux sociaux, je suis à la recherche de likes? Quel est mon rapport aux likes? Quand j'ai pas beaucoup de likes, comment je me sens? Quand j'ai plus de likes, comment je me sens? Est-ce que je me compare aux autres? Parce que ça, c'est quelque chose qui est très toxique et qu'il ne faut pas faire. Et elle disait aussi qu'Instagram était devenu comme une drogue. Eh bien oui, parce qu'Instagram, c'est un réseau social sur lequel on va tout le temps. Et puis, je le souligne, pour la petite anecdote, le système de like a été mis en place, tout ça pour nous rendre accros. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre et c'est pour ça que c'est important de prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux. Et du coup, il y en a une qui a dit également que si les gens ne te voient pas vraiment dans une piscine, dans un hôtel, c'est que tu n'as pas une vraie vie de blogueuse. C'est que tu n'es pas une vraie blogueuse. Pourquoi? Parce que les gens sur les réseaux sociaux doivent promouvoir une certaine image. Parce que quelque part, on ne les suivrait pas vraiment s'ils n'avaient pas cette image-là. Et ça veut dire que lorsque la plupart des gens viennent sur les réseaux sociaux, ils recherchent un idéal. Pourquoi? Parfois parce que, il faut le dire parce que c'est la vérité, ma vie est si monotone, si misérable, que je viens chercher du réconfort sur les réseaux sociaux. J'ai pas forcément envie de voir quelqu'un qui a une vie aussi misérable que la mienne. Quand je viens sur les réseaux sociaux, j'ai envie de voir quelque chose de positif qui me donne de l'espoir, qui me fait entre guillemets rêver. Et c'est pour ça qu'on va suivre beaucoup de personnes. Mais par contre, le problème, c'est quand on croit que justement ce rêve est en fait la réalité. Et elles ont parlé aussi, ces deux filles-là, des personnes qui sont sur leur téléphone, qui n'arrêtent pas de regarder leurs propres photos, leurs likes, etc. Je dois vous dire la vérité, les amis, ça m'arrive de le faire. Il faut dire la vérité. Quand on est addict à quelque chose, il faut le dire. Et moi, je vous pose la question, est-ce que vous êtes dans cette dynamique-là? Moi, je regarde mes stories, après j'aime mes stories. Ça m'arrive, mais il faut le reconnaître, il y a une forme d'addiction. Et c'est à partir du moment où on est conscient de l'addiction qu'on a qu'on peut justement lutter contre cette addiction-là. Et justement, il y a un article donc de Sawisme, donc c'est un site qui s'appelle Sawisme, qui parle de la culture du narcissisme sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand j'ai étudié ce sujet-là, ma perception des réseaux sociaux a encore évolué parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment une dynamique de narcissisme à outrance. Finalement, sur les réseaux, quand on regarde la plupart des gens qui sont dessus, en fait, les gens sont vraiment en train de se montrer en selfie, on se montre avec nos filtres, on se trouve beau, on se trouve belle, et on se montre, et on se montre, et on se montre, et on se montre. Et franchement, je me suis dit, mais c'est exagéré. Au final, on a l'impression que les réseaux sociaux, c'est un peu un miroir.
Voilà, c'est le miroir, je me regarde dedans et je montre à tout le monde comment je me trouve beau ou belle. Et finalement, c'est super toxique ça, mais il faut le dire. Il faut le dire. Et franchement, les amis, quand vous regardez la dynamique des réseaux sociaux, il y a énormément de personnes qui se montrent pour se montrer, tout simplement. Sans apporter de réelle valeur, juste pour dire, regardez-moi, je suis là, j'existe. S'il vous plaît, donnez-moi votre consentement, mettez-moi des likes pour que je sache que j'ai de la valeur. C'est triste et tout le monde ne se rend pas compte de ça. C'est ça le problème. Tout le monde n'est pas conscient de cet engrenage finalement. Eh bien, c'est vrai en fait, Pierre. Il faut dire la vérité. C'est vrai ce que je dis. Mais il faut en être conscient et accepter la vérité pour le reconnaître. Donc justement, concernant la culture du narcissisme, donc en fait dans l'article il disait que les réseaux sociaux sont devenus des journaux intimes publics destinés à la mise en avant d'une marque. Cette marque c'est le moi, c'est le personal branding. Après il faut le dire, quand on utilise les réseaux sociaux d'un point de vue professionnel, ça prend tout à fait son sens. Par contre, à partir du moment où, comme ils le disent, ça devient un journal intime public, parfois on oublie qu'on est vraiment en public. C'est ça le problème, mais il faut faire attention à ça. Quand ça devient un journal intime public, à partir de là, on commence à avoir un problème. Parce que notre confiance en nous et notre estime de nous-mêmes commence à être remise en question. D'accord? Donc, chaque like étanche notre soif de reconnaissance. Plus on a du like, plus on en veut. Lorsqu'on publie, on publie principalement des photos. Même si on a le même but, c'est de susciter de l'intérêt. Ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, c'est de l'intérêt. Est-ce que nous sommes intéressants? C'est ça le point principal des réseaux sociaux. Et du coup, ce focus que l'on fait sur soi, en fait, peut aussi révéler un manque de confiance, comme je le disais. D'accord? Et il y a une chercheuse en psychologie qui s'appelle Soraya Medizadeh, en fait, qui dit que plus nous serions narcissiques, plus notre activité sur Facebook serait élevée. Donc, les amis, est-ce que, la question que je vous pose, vous qui êtes là, est-ce que vous sentez que vous êtes toujours là à vous montrer sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes narcissique? Et la vérité, c'est quoi? C'est que il y a des personnes, en fait, si elles parlent d'elles tout le temps devant vous, en réalité, vous allez les trouver rébarbatives. Vous allez dire, mais en fait, pourquoi tu parles que de toi? Vraiment, tu parles que de toi, c'est pas super. Mais lorsque ces personnes-là vont faire la même chose sur les réseaux sociaux, on va se rendre compte qu'on va accepter ce comportement-là. Pourquoi? Parce que cette culture du narcissisme est devenue une norme. D'accord? C'est devenu une norme sur les réseaux sociaux. Et cette spécialiste, elle dit même que moins nous aurions d'estime de nous, plus les informations partagées seraient destinées à nous mettre en avant. D'accord? Donc, ça veut dire que lorsqu'on voit des gens qui se mettent énormément en avant, qu'est-ce que cela traduit? Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes en fait en plein manque de confiance en nous? D'accord? On a toujours besoin de cette reconnaissance. Et c'est là où il y a un problème. Parce que on a besoin de reconnaissance, donc on publie sur les réseaux. Mais lorsqu'on a suffisamment de confiance en nous, on la perd parce qu'on se compare à toutes les personnes que l'on voit, alors que ce n'est pas forcément la réalité. Et on va donc continuer sur cette voie-là. Et là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, en fait, on a besoin que les gens voient et valident qui nous sommes et ce que nous faisons. Et ça, c'est un problème, d'accord? Et du coup, quand on se met en avant, ben, finalement, on veut également nous distinguer de notre cercle social. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va se mettre en avant sur les réseaux sociaux, finalement, on se rend compte de quoi? C'est que je veux montrer à ceux qui font partie de la même classe sociale que moi que j'arrive à me distinguer d'eux, que j'arrive à vivre un moment qui est très beau, alors que eux, ben, ils sont peut-être au travail, ils sont peut-être dans une situation inconfortable, ils n'ont pas forcément suffisamment d'argent, donc ils ne peuvent pas partir en vacances. Donc, puisque je ne peux pas me comparer à des personnes qui sont dans une classe sociale plus élevée, je vais avoir tendance, grâce aux réseaux sociaux, à vouloir me comparer aux personnes de la même classe sociale que moi et leur montrer que, ah ben en fait, regardez, moi je suis là, je fais ça, d'accord? Et il y avait en fait cette question qui disait, est-ce que vous n'avez pas déjà eu envie de montrer vos vacances, des photos de vos vacances? Vous n'avez pas eu envie sur les réseaux sociaux de vous montrer en vacances pour montrer là où vous étiez, pour, on va dire, pour faire rager, pour qu'on puisse vous envier, pour qu'on puisse voir à quel point votre vie est superbe. On a forcément déjà eu cette envie-là. Et du coup, les photos en fait sont la preuve que nous avons vécu un événement X à un instant Y dans un lieu Z. Maintenant, on a l'impression que lorsqu'on va quelque part, si on ne prend pas de photos, de selfies ou de preuves, eh bien, il n'y a pas de valeur. Parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas prouver qu'on y était.
Et aujourd'hui, est-ce que vous ressentez ce besoin tout le temps de prendre des photos partout pour justifier que vous avez été quelque part? Ça, c'est la question que je vous pose, les amis. Est-ce que lorsque vous allez dans des endroits, vous avez tout le temps envie de prendre des photos, de vous montrer, de montrer que vous êtes par-ci ou par-là? Et la question qu'il faut se poser sincèrement, c'est se dire pourquoi? Pourquoi sommes-nous dans cette dynamique-là? Je vous donne un exemple concret. J'ai vu une photo, en fait, justement, dans l'article. C'était une photo de deux amies qui étaient à Londres. Et on voyait qu'elles étaient en train de se prendre, voilà, en selfie sur un pont. Et en fait, ce que la photo traduisait, c'était quoi? C'était qu'en fait, sur la photo, on voyait deux personnes qui se disent la chose suivante. Je veux que vous sachiez que j'ai suffisamment d'argent pour partir en vacances. La photo traduit d'abord ça. Donc ça veut dire qu'on voit que la personne a un capital économique. J'ai suffisamment d'argent pour aller à Londres. Là, vous voyez, ah ouais, elles sont parties à Londres, quoi. Ah ouais, quand même. Ensuite, j'ai découvert un autre pays avec un autre mode de vie. Donc là, le capital culturel grandit. Donc vous voyez qu'à la fois, il y a un capital économique, un capital culturel. Donc là, on se dit, ah ouais, à Londres, elle va goûter la nourriture de là-bas et tout. C'est différent par rapport à chez nous. Et j'ai été accompagné d'une amie parce que c'est pas drôle de partir seul. C'est pas drôle de partir seul quand on va faire un voyage. C'est mieux d'être avec du monde pour montrer que, ben écoutez, je voyage, j'ai de l'argent, capital économique, je vais être dans un autre pays avec une autre culture, capital culturel, et je suis accompagné d'une amie, capital social. D'accord? Donc ces trois éléments, en général, on va chercher à les montrer lorsqu'on va prendre des photos et qu'on va les mettre sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc en fait, on veut montrer qu'on a un pouvoir économique, qu'on a un pouvoir culturel et qu'on a un pouvoir social à travers les réseaux sociaux. C'est ça la réalité. D'accord? Donc maintenant, ce qui est intéressant, en fait, c'est que, comme je vous le disais, lorsqu'il s'agit de parler sur les réseaux, on n'a pas de retenue. Mais est-ce que vous vous seriez autant montré, valorisé et mis en avant si vous deviez parler tout le temps avec des personnes dans le réel? Ça, c'est la question aussi qu'il faut se poser. Pourquoi on adopte cette démarche sur les réseaux sociaux? Mais en réalité, on sait que ce serait toxique en fait. Parce que les réseaux sociaux ont ouvert la voie au narcissisme. Voilà, ça c'est un souci. Et du coup, pour revenir à ces deux filles qui parlaient justement de... Parce qu'il y en a une qui a dit qu'elle a vraiment essayé d'arrêter Instagram parce qu'elle se comparait trop. Et du coup, elle avait l'impression qu'elle ne s'aimait plus suffisamment. Et du coup, ça lui a posé problème. Donc en fait, elle a dit que il y a des gens qui se moquent en fait des autres sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup cette dynamique-là, il y a de la méchanceté, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ça, c'est toxique aussi. Donc, pour vous donner un exemple simple, en parlant des gens qui se moquent sur les réseaux sociaux, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une fille sur Twitter qui expliquait en fait, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas de ce que j'ai compris, elle a été à une fête, donc une soirée, je ne sais pas trop, un événement, et en fait c'est une fille qui de base ne se trouve pas jolie. Ça veut dire que sur Twitter, on voit pas son visage. Elle montre pas son visage, elle va montrer uniquement sa bouche. Et en fait, elle a tweeté en disant que, déjà que je me trouve pas jolie, voilà, on m'enfonce encore plus. Et à ce qui paraît, il se trouve que à la soirée en question, eh bien, elle a été abordée par des personnes qui se sont un peu moquées d'elle par rapport à, entre guillemets, à sa mocheté. Donc, on se rend compte que quoi? C'est que la méchanceté qui est sur les réseaux sociaux, elle va même jusque dans la réalité. Et là, on a un problème. D'accord? Et c'est pour ça qu'on voit que finalement, on ne s'aime pas nous-mêmes et les gens nous font remarquer, en fait, entre guillemets, qu'on n'en vaut pas la peine. Et pour moi, c'est là où ça pose un problème. Et c'est pour ça qu'il faut s'aimer soi-même et ne pas chercher à tout le temps être validé par les réseaux sociaux, d'accord? Et puis, il faut faire attention à ce qu'on like, et c'est ce qu'elle disait également. Est-ce qu'il faut tout liker? Parce qu'on a le like facile, on met nos likes partout, par-ci, par-là. Parfois, en fait, on fait juste défiler les photos comme ça dans le fil d'actualité et on met des likes, on met des likes. Il faut savoir que lorsqu'on va mettre des likes, les algorithmes, que ce soit de Facebook ou d'Instagram, nous prennent en compte. D'accord? Et ensuite, ils adaptent notre contenu. Et on va parler de ça de toutes les façons, de la manipulation, parce qu'il faut le dire, de la manipulation des réseaux sociaux par rapport aux algorithmes. Et c'est pour ça qu'il faut quand même être un minimum vigilant. D'accord? Et on se rend compte de quoi? C'est que sur Instagram, la vie virtuelle devient plus importante que la vie réelle. La façon dont on va apparaître sur les réseaux sociaux sera plus intéressante que la façon dont on est dans la vie réelle finalement. Donc pour prendre ma photo, je dois vraiment être sûr d'avoir le bon angle, de tout faire comme il faut, sinon je ne vais pas être
réseau socialement acceptable. C'est un terme que je viens de créer pour le coup. Et chaque photo partagée, en fait, chaque information qui est publiée est une occasion de modeler la perception que les autres ont de nous. Donc faites attention, les photos que l'on retrouve sur Instagram ne sont pas forcément des photos réelles. Notamment, on va le voir avec les influenceurs qui ont une cause, qui doivent faire un travail parce qu'ils sont associés à des entreprises la plupart du temps. Il y a un business et on sait ce qui vend, on sait ce qui attire. Donc c'est là où c'est dangereux. Ne pas s'accrocher à des images qui ne sont pas réelles et se dévaloriser. C'est ça qui n'est pas bon. Bon, alors, en novembre 2015, et là je vais vous parler d'une star sur Instagram en fait, qui en novembre 2015, parce qu'elle avait quand même plus de 50 000 fans, elle a révélé quoi? Elle a révélé que toutes ses photos étaient travaillées de façon à ce que l'on croie que sa vie était parfaite. Je le répète parce que c'est important et ce message, il faut le faire passer parce que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux se sentent mal. Et je répète encore par rapport à Instagram, ne réalisant pas que les images qu'elles vont voir la plupart du temps seront des images erronées. En 2015, d'accord, il y a une célébrité d'Instagram qui a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vraiment elle qui l'a dit, que toutes ces photos étaient travaillées de façon à ce que l'on croit que sa vie était parfaite. Je cite, c'est elle qui l'a dit, et Senna O'Neill. J'ai pris 50 clichés avant d'en obtenir un que vous pourriez apprécier, puis je l'ai modifié durant des heures sur différentes applications, juste pour me sentir aimé de vous. Il n'y a rien de réel là-dedans. Ça veut dire que demain, je vais voir la photo de la personne, je vais dire « Oh, lui, il a des abdos, oh, il est aux Bahamas », alors qu'en fait, soit c'est un montage, et alors que le gars, si ça se trouve, est-ce que ce sont de vrais abdos? Je ne sais pas, en tout cas, je vais me remettre en question avec par rapport à une personne qui n'est même pas réelle, par rapport à une photo qui n'est même pas réelle. Et c'est là où je dis que les amis, nous devons faire attention et prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux. Faire attention à nos abonnements, savoir qui on suit sur les réseaux. Est-ce que les personnes que l'on suit nous servent à justement nous remettre en question et à nous sentir tristes par rapport à notre vie? Ou est-ce que ce sont des personnes qui nous inspirent à faire mieux, à évoluer? Telle est la question. Faire attention également à nos abonnés, d'accord? Donc pour certains, en fait, si tu ne partages pas sur les réseaux, c'est que tu n'as pas vécu ce dont tu parles. Et ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, on arrive à un stade où on se sent mal de ne pas montrer. J'étais à un concert, mince, j'ai pas pu prendre de photos. Ben, finalement, je ne peux pas montrer que j'y étais pour me sentir important ou me sentir importante. Est-ce que finalement, on a besoin de se justifier? Est-ce qu'on a besoin de se justifier quand on est quelque part? Et pourquoi on le fait? Pourquoi ce besoin de reconnaissance? Il faut qu'on aille chercher la reconnaissance en nous. D'accord? Il faut savoir ce que l'on vaut. Lorsqu'on sait intérieurement ce que l'on vaut, on n'a pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour chercher à se faire valider par d'autres. D'accord? Et vous savez qu'on est arrivé à un stade, en fait, où il y a tellement de selfies qui sont pris qu'il y a des lieux qui ont été interdits aux selfies. Je vous donne des exemples. Par exemple, la plage de la Garoupe en France, la Mecque en Arabie Saoudite, la Tao, enfin je ne sais pas si ça se prononce comme ça, le lac Tao, voilà, le lac Tao ou le lac Tahoe en Californie, où on a interdit les selfies puisque les gens sont arrivés à un stade où il faut absolument le selfie parfait au bon moment et on oublie parfois j'ai envie de dire les règles morales, les principes de base. Le respect finalement par rapport à toute cette dynamique de réseaux sociaux et de selfies. Donc il faut faire attention à ça. Donc les filles, elles parlaient aussi du fait qu'il y a des gens qui vont voyager pour montrer qu'ils ont voyagé. Parce qu'on voit bien que lorsqu'on a des vlogueurs ou des influenceurs qui font des photos, souvent on voit ça sur les réseaux. Je vous laisse aller sur Instagram juste après notre échange. Vous allez voir qu'il y a beaucoup cette dimension de voyage, de beaux paysages. On a envie de montrer qu'on y est. Quelque part, c'est bien. Le problème, en fait, les amis, c'est pas qu'il y ait tout ça sur les réseaux. C'est pas grave à la limite. On peut regarder. Le problème, c'est lorsqu'on n'est pas suffisamment éveillé et conscient ou consciente de toutes ces choses-là et qu'on est absorbé et que ça nous détruit. C'est là où on va commencer à avoir un problème par rapport à tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il faut être très conscient. Et surtout, il ne faut pas commencer à dire que sa vie est nulle, que sa vie n'a pas de sens parce qu'on ne voyage pas. C'est ça le problème aussi, c'est que la comparaison devient tellement forte que finalement, on se dit que notre vie est nulle. C'est ça le problème. Donc toujours prendre les choses avec des pincettes. C'est très important, d'accord? Et en réalité, comme je vous le disais,
Sauf pour le business, en réalité, les amis, il n'est même pas vraiment utile d'être sur les réseaux sociaux. En réalité, parce qu'en vrai, on pourrait se voir, on pourrait essayer d'échanger plus, de passer plus de moments réels avec des personnes au lieu d'être sur les réseaux sociaux. Puisque sur les réseaux sociaux, on est toujours là à se comparer finalement. D'accord? Et c'est là où je pense qu'il y a un problème. Donc, le terme influenceur, parce qu'il faut le dire, c'est un terme qui est devenu péjoratif. C'est vrai puisque les influenceurs, au final, on s'est demandé, bon ben, en fait, vous influencez, mais dans quel sens? Quand vous influencez les gens, c'est pour faire quoi? Et c'est là où vous devez comprendre qu'il y a quand même certaines dynamiques qui sont créées entre les besoins d'une entreprise. Les influenceurs, ils travaillent pour une certaine cause. Et derrière, il y a un business. D'accord? Donc, quand vous voyez des choses, il faut vous dire quand même qu'il faut prendre du recul parce que ces gens-là ont un business, ils ont une vision et ils ont des choses à faire. D'accord? Donc, c'est important de prendre du recul par rapport à ce que l'on voit. Et là, je vais vous parler je pense que vous la connaissez. Elle fait des vidéos d'humour. C'est Mélissa Huel. Alors, j'espère que je prononce bien son nom. Elle a fait un talk, en fait, une conférence dans laquelle elle parlait justement de la confiance en soi et de l'impact des réseaux sociaux sur la confiance en soi. Donc voilà, elle considère vraiment que Instagram, c'est vraiment un réseau vicieux. C'est elle qui le dit. Parce que finalement, on voit quoi? C'est toujours la même dynamique. On voit des personnes qui sont, entre guillemets, mieux faites. Donc, on a envie de se comparer. Et du coup, on pense que sa vie n'a pas de sens. D'accord? Et du coup, comme elle le dit, hein, c'est facile ce n'est pas facile, en fait, d'avoir confiance en soi quand on est confronté tous les jours à des corps parfaits sur les réseaux sociaux. Corps parfaits qui, la plupart du temps ou assez souvent, en réalité, ne sont même pas réels. Donc, vous vous rendez compte, on arrive à un stade où on se compare à des choses qui ne sont pas réelles. Et c'est là où je pense qu'on a vraiment un souci. Donc, il y a une blogueuse qui s'appelle, et c'est d'elle dont je voulais vous parler, qui s'appelle Sarah Pouto. En fait, elle a montré la réalité qui se cache, en fait, souvent derrière les photos Instagram. Et elle-même, elle vous montre comment c'est facile de modifier des photos et de les rendre parfaites. Donc, justement, dans l'article, on voyait plusieurs photos dans lesquelles, ben, en fait, il y a le avant-après. Hein, et on se rend compte que c'est juste incroyable, mais vrai. Finalement, grâce à plusieurs clichés, elle a montré en fait que c'était simple de créer une illusion d'un corps parfait parce qu'il suffit de jouer sur les poses, de jouer sur l'angle de l'appareil, sur les filtres et c'est réglé. Et c'est vraiment incroyable, on se rend compte que en fait le corps parfait, je ne sais pas ce que c'est le corps parfait les amis. Hein. Vraiment, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je crois qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux et qu'il faut faire attention. Donc, il y a aussi une chaîne YouTube qui était très intéressante que j'ai découverte, qui s'appelle Manipule-moi si tu peux, et qui parle en fait de comment en fait les réseaux sociaux nous détruisent. Et c'est deux passionnés de sciences humaines et de manipulation qui ont réalisé cette chaîne YouTube. Et ils expliquent en fait que les réseaux sociaux, comme je l'ai dit un peu plus haut, sont à l'origine de nombreux maux sociétaux, d'accord? Et il y a une étude qui est intéressante, c'est une étude britannique en fait, qui a été réalisée par la Royal Society pour la santé publique. Et en fait, c'est une étude qui a été réalisée et qui explique que Instagram est le réseau social qui suscite le plus d'anxiété chez les jeunes. Donc, on tourne autour de la même dynamique. La confiance en soi de personnes fragiles vole en éclats, les amis, à cause notamment de ce réseau social. D'accord? Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que les réseaux sociaux exacerbent les troubles de l'image chez les adolescents et particulièrement chez les femmes. Et oui. Et en fait, 7 jeunes femmes sur 10 reconnaissent qu'Instagram les fait se sentir mal dans leur peau. Alors, la question que je vous pose, c'est que quand vous êtes sur Instagram, comment est-ce que vous vous sentez face à toutes ces images entre guillemets de corps parfait, en tant que femme et même en tant qu'homme, il faut le dire, comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on est face à des choses comme ça? Comment est-ce qu'on se sent, puisqu'ils le disent, 7 jeunes femmes sur 10 reconnaissent qu'Instagram les fait se sentir mal dans leur peau. Comment on se sent? On a envie peut-être de refaire son corps, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, je crois que c'est très nocif, d'accord? Donc cela peut entraîner des pathologies graves, hein, comme la dépression ou l'anorexie, parce que si les filles ont un certain physique, on va vouloir justement ressembler à ces filles-là, donc perdre du poids, faire plus de sport, et c'est là où ça devient problématique, d'accord? Donc il y a les troubles du sommeil également, et c'est l'un des moins graves, mais d'autant plus assez grave, je trouve. Et c'est là où l'estime de soi est aussi impactée, d'accord? Et en final, on se rend compte que nous sommes devenus des esclaves d'un monde où le maître mot est paraître. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas
on ne voit pas des gens qui sont en train d'être. Le verbe être, je suis, ce sont des gens qui vont chercher, nous allons chercher, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, nous allons chercher de manière générale à paraître sur les réseaux sociaux. Je dois donner ma meilleure image. On a besoin de s'exhiber et de se valoriser. Donc en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, utiliser nos yeux provoque de l'excitation, mais aussi du plaisir. Vous connaissez tous la phrase « touche avec les yeux ». On touche avec les yeux. Ben en fait, il y a Freud, qui est un philosophe, qui appelait ça en fait la pulsion scopique. Parlons-en rapidement. D'accord? En fait, Freud dit que, en fait, pour lui, voir permet à un bébé de découvrir le monde et de regarder un objet qui l'attire, ce qui provoque de la jouissance. D'accord? Donc, comme je vous le disais, on parle bien de toucher avec les yeux. Et en fait, cette pulsion, qui était d'abord à égalité avec les autres, anal, oral, celles qui correspondent à nos zones érogènes, monopolise désormais tous nos modes de jouissance et nous transforme en exhibitionnistes et en voyeurs. Ça veut dire qu'on est tellement rentré dans une dynamique avec les réseaux sociaux de voyeurisme que maintenant il faut qu'on voit tout, il faut qu'on voit chez les gens leur vie, parce que maintenant c'est intéressant, la curiosité humaine c'est quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut savoir, encore une fois les amis, prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport aux réseaux sociaux. D'accord? C'est une curiosité malsaine qui s'est créée autour des réseaux. Et c'est important de prendre du recul. D'accord? Donc il y a des avantages sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi des inconvénients, il faut le reconnaître. Et en fait, les réseaux sociaux tuent notre productivité, il faut le dire. Moi, j'essaie vraiment de limiter les réseaux quand je sais que je veux être productif, de ne pas prendre mon portable tôt le matin, par exemple, de le déposer quand je sais que je vais aller dormir et dormir correctement. Et ça, j'en ai parlé dans un live, notamment par rapport à l'hormone qui est sécrétée, l'hormone du sommeil qui est sécrétée lorsqu'on n'a plus de lumière devant nous. Enfin, en tout cas, lorsqu'il y a une réduction de lumière là où on est, eh bien, il y a une sécrétion de l'hormone qui active, c'est l'hormone du sommeil, ce qui facilite le fait de dormir. Et finalement, si on garde notre téléphone, si on est sur les réseaux sociaux, même juste avant d'aller dormir, quelque part, on se donne des difficultés pour s'endormir. Le souci, en fait, avec les réseaux, c'est que aujourd'hui, ils sont tellement omniprésents. Si on n'est plus dessus, forcément, il faut dire la vérité. C'est comme si on s'isolait un petit peu. Je vous donne des exemples. Lorsqu'on veut créer un événement maintenant, c'est toujours plus simple de le créer sur Facebook, de créer un événement que d'appeler tout le monde. Alors, tu es disponible, je vais faire un événement. Enfin, voilà, il faut le dire. Maintenant, c'est plus simple de créer un événement. Pour un anniversaire, la plupart des gens voient l'anniversaire et souhaitent l'anniversaire aux autres parce que Facebook leur donne un rappel. Mais finalement, est-ce que on prend réellement en compte les gens? Je vais vous faire une confidence, les amis. Personnellement, j'ai retiré ma date d'anniversaire sur Facebook parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez vicieux et j'estime que les personnes qui doivent réellement me souhaiter joyeux anniversaire le feront et elles sont censées connaître ma date d'anniversaire. Et vouloir absolument que tout le monde dise joyeux anniversaire, c'est encore pour l'ego, pour se sentir important, etc. Et ça rentre dans cette dynamique-là. Et je pense que c'est pour ça en fait que j'ai arrêté, que j'ai retiré la date d'anniversaire. Et même en fait par rapport à l'arrivée des mentions vues, dernière connexion sur Facebook, Messenger et Instagram, en fait on se sent obligé de répondre rapidement et ça nous rend encore plus dépendants. D'accord? Et cela crée un stress d'instantanéité. Vous n'avez pas ressenti ce stress, vous, quand finalement vous êtes sur les réseaux mais vous savez qu'il a vu ou qu'elle a vu et vous vous dites « Oh, j'ai pas répondu, ouais, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Elle va dire que je la boycotte, etc. » Alors qu'en fait, non, c'est juste que parfois on peut oublier, on peut avoir eu autre chose à faire, mais on a toujours ce stress et justement c'est un système qui est mis en place pour qu'on puisse à chaque fois revenir rapidement sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est vite, je dois répondre, sinon on va penser que je boycotte les autres, d'accord? Donc, moi, ce que je vous demande, c'est si vous désactivez aujourd'hui la date d'anniversaire de votre anniversaire de votre Facebook, qui va réellement vous souhaiter un joyeux anniversaire? D'accord? Et vous savez quoi, pour la petite anecdote, dans une centaine d'années, en fait, Facebook sera le cimetière numérique le plus grand de tous les temps. Plus de 2 milliards de comptes appartiendront à des personnes décédées. C'est assez effroyable quand même. Donc, maintenant, je pense que l'intimité a laissé place à une surexposition de notre vie personnelle, à tort, parce que justement, je regardais une vidéo juste avant le live où on voyait bien que toutes les données, je pense que les données personnelles aujourd'hui représentent quelque chose d'énorme.
En termes financiers, ça représente vraiment quelque chose de gros. Et je crois que, en tout cas, c'est un reportage sur Netflix, un documentaire. Le prix, la valeur des données personnelles de toutes les personnes dans le monde entier a dépassé le prix du pétrole. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est que là, vraiment, en termes de, je dirais, de données personnelles, il y a un vrai business qui se crée. Et ça, justement, il y avait une forme d'alternative par rapport au business model de Facebook. Mais ça, on va en parler, d'accord? Donc, en fait, il y a un psychanalyste qui s'appelle Gérard Wajcman, qui est auteur de L'œil absolu. C'est un livre qu'il a publié en 2010, qui dit qu'en fait, nous nous mettons sous l'emprise de notre moi idéal, en fait. C'est ça, c'est ce que je vous disais. Cette vision fantasmée de nous-mêmes. Donc, il s'agit en fait de nous idéaliser, de nous montrer, non pas tels que nous sommes, mais tels que nous nous représentons dans notre magnificence pour susciter l'intérêt de l'autre. Et c'est ça la vérité. Ça veut dire que, en même temps, je vous dis qu'il faudrait essayer de limiter, de ne pas se comparer. Mais qu'est-ce qu'on a envie de voir? En général, qu'est-ce que les gens ont envie de voir sur les réseaux sociaux? Quand on vient sur les réseaux, on a envie de voir de belles choses. Quand on vient sur les réseaux, on a envie de voir des choses qui nous sortent de notre quotidien, qui nous sortent de notre réalité. Et le problème qui se pose maintenant, la question de fond, les amis, c'est quoi? C'est que, quelle est ma vie réelle, qu'est-ce qu'elle vaut? Si je suis autant concentré sur les réseaux, si je veux autant que les réseaux me permettent de m'évader, quelle est la réalité de ma vie réelle? Si ma vie virtuelle est autant importante, quelle est la réalité? Dans quelles conditions je suis? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ma condition? Pourquoi je suis autant accro à cette réalité virtuelle que je vois? Dans quelles conditions est-ce que je vis? Qui suis-je? Eh bien, ça veut dire qu'il y a peut-être des ajustements à faire dans ma propre vie pour que j'arrête justement de me focaliser sur une vie virtuelle. D'accord? Donc, comme je vous le disais, il y a des conséquences graves sur l'utilisation des réseaux sociaux. Et on s'est rendu compte de quoi? C'est que la société a été graduellement assombrie par le schéma des réseaux sociaux. D'accord? Il y a des études qui démontrent par rapport à la corrélation entre la dépression et les réseaux sociaux. Attention, des études qui ont également été réalisées par des scientifiques de Facebook. Il faut savoir qu'ils travaillent aussi sur le sujet et qu'ils vont même être amenés à étudier le comportement des utilisateurs sans même qu'ils le sachent. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez particulier, il faut l'avouer. Donc en fait, il y a plusieurs études qui disent que plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, plus on a de chances de devenir dépressif, d'accord? Donc l'utilisation abusive des réseaux, en fait, c'est probablement la raison de la dépression généralisée. Parce qu'il faut dire aussi qu'à force d'être sur les réseaux sociaux, ça crée une forme d'isolement, d'accord? Et en fait, il y a un article dans Le Monde de Luc Vinogradov qui dit que plus on utilise les réseaux sociaux, plus on se sent seul, d'accord? Et il y a une étude où ils ont essayé de chercher, en fait, ils ont tenté de répondre à une question. Se sent-on seul parce qu'on passe trop de temps en ligne, ou bien passons-nous trop de temps en ligne parce qu'on se sent seul? Et au final, ils ont étudié, en fait, c'est des chercheurs de l'université de Pittsburgh, en Pennsylvanie, et ils se sont intéressés à la relation qui pourrait exister entre le temps passé ou perdu sur les réseaux sociaux et le sentiment d'isolement de ceux qui les utilisent, d'accord? Et les données récoltées, en fait, ont permis aux chercheurs de dire qu'il existe un lien important entre l'isolement social perçu et une forte utilisation des réseaux sociaux, d'accord? Donc, il y a plusieurs hypothèses qui ont été tirées. On s'est dit que plus on passe du temps sur Internet, moins on a de temps pour des interactions dans la vie réelle. C'est vrai, au final, c'est plus important. Même parfois quand on est dans les transports ou même quand on est avec des gens, quand on est au restaurant, on va avoir nos téléphones sur la table, on va être sur Instagram. Au final, on ne se parle plus. Donc, le temps qu'on pourrait passer à créer du vrai lien social, on le passe sur Internet. Certaines caractéristiques de la vie en ligne facilitent le sentiment d'exclusion. Par exemple, quand un individu découvre des photos d'un événement auquel il n'a pas été invité, je me dis « Ah ouais, regarde ça !» La soirée, par exemple, moi je vais voir des soirées, des trucs, des événements, je vais me dire « Ah ouais, j'y étais pas quand même !» Au fond, il y a toujours quelque chose qui nous travaille. Je vous pose la question, les amis, quand vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous voyez par exemple qu'il y a eu un événement, il y avait une soirée, il y avait un événement, un musée, une visite, je sais pas, comment est-ce que vous vous sentez? Vous ne ressentez pas ce sentiment de frustration vous disant « Ah mince, j'y étais pas. Ah zut !» Eh bien, je pense que c'est le fait de cultiver ce sentiment-là qui, justement, va
cultiver le phénomène de dépression. D'accord? Et aussi, il y a une autre théorie qu'ils ont sortie, ces scientifiques, c'est qu'ils ont dit que être exposé à une représentation idéalisée de la vie d'autrui peut susciter la jalousie et vous faire ressentir que votre vie est décevante et qu'elle est moindre, beaucoup moins intéressante. Je répète parce que c'est important. Une représentation idéalisée de la vie d'autrui peut susciter la jalousie. Ça veut dire que lorsque je vois que lui-même, il me montre une vie qui n'est même pas réelle, eh bien finalement, je vais être jaloux d'une vie qu'il a, entre guillemets, inventée, qu'il a grossi. C'est un peu comme, voilà, quand il y a certains médias, certaines choses, bon, voilà. Ben, en fait, c'est la même chose. Ça veut dire que je me dis, oh, il vit ça, il a de la chance. Oh, elle vit ça, il a de la chance. Mais peut-être qu'elle est même pas très loin. Elle est dans la ville, dans une piscine, et puis elle a mis Boston, ou bien je sais pas quelle destination. Et nous, ça y est, on se fait une image des gens, une image qui est erronée. Donc, il faut qu'on fasse attention aussi. Et d'ailleurs, je connais une personne que je ne citerai pas, qui avait fait ça dans une piscine. Ben, c'était pas loin pourtant. Et pourtant, la personne avait mis une destination qui était très loin. On avait l'impression que c'était un truc de ouf. Mais finalement, c'était juste de la manipulation. Et c'est là où je vous dis, les amis, faites attention aux réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui, en fait, sont des pièges. D'accord? Donc, voilà, il y a une comparaison constante avec les autres. Et au final, on est dans une phase où on va vraiment vouloir se remettre en question et ne plus avoir confiance en nous. C'est quand même assez grave. Il y a aussi une corrélation qui a été faite au-delà de la dépression, c'est le taux de suicide. Faut le dire, parce que la hausse des suicides chez les adolescents et la hausse de l'utilisation des réseaux sociaux, ben, c'est lié, il faut le dire, d'accord? Et ça, c'est dans un article de Agathe Mayer, paru le 12 septembre 2016 sur Top Santé, où on voyait que les réseaux sociaux favoriseraient le suicide. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que chez les jeunes, la réussite qui est véhiculée par les réseaux sociaux, en fait, favorise le mal-être de certains adolescents qui n'arrivent pas à supporter la pression et les objectifs académiques et athlétiques. Ça veut dire qu'il faut être bien, il faut être beau, il faut être belle, il faut être comme ci, comme ça. Et quand on voit ça sur les réseaux, on se dit « Waouh, mais moi, elle est où ma place ?» Est-ce que vous vous êtes pas déjà posé cette question, les amis? À quel moment j'ai une place, en fait, dans tout ça? Eh bien, en fait, tout ça, ça cultive une forme d'oppression, une forme de pression sur les jeunes et moins jeunes. Et finalement, on se retrouve, voilà, dans une situation où on n'en peut plus. Et malheureusement, ça aboutit à des suicides. Et c'est quelque chose de très grave, en fait. D'accord? Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Et en fait, ce sont des chercheurs de l'université de Chicago et de Memphis, aux États-Unis, en fait, qui ont réalisé une étude pendant 15 ans. C'est pas rien, avec une communauté de banlieue et de classe moyenne supérieure dans laquelle 19 étudiants ou jeunes diplômés de l'école secondaire se sont suicidés. D'accord? Donc c'est quand même assez important et il faut qu'on soit conscient de ces choses-là pour aider les jeunes à sortir de ce cercle vicieux des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux à utiliser, mais en étant conscient. Il faut vraiment être... Moi, vraiment les amis, le plus important aujourd'hui, peu importe ce que vous faites, c'est d'être conscient et consciente. C'est important. Je ressens de la jalousie pour ça sur les réseaux. Pourquoi? Est-ce que c'est réel? Il faut qu'on puisse penser par nous-mêmes. C'est le nouveau, pour moi, c'est la nouvelle mode en 2019. C'est être conscient et consciente et pouvoir penser par nous-mêmes et être critique et ne pas prendre tout ce qui arrive pour compte parce que parfois, et même souvent, c'est faux. Donc là, en fait, on va parler un peu de l'addiction. D'accord? On va parler rapidement de l'addiction parce que finalement, on peut se dire, bon, ben, est-ce qu'il faut quitter ou pas les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez capable de vous dire, allez, c'est bon, moi, j'arrête les réseaux sociaux, c'est bon. Vous savez, à partir du moment où on se rend compte je vous invite juste à essayer quelque chose. Déposez votre portable et voyez pendant combien de temps vous pouvez ne pas l'utiliser. Et vous allez vous rendre compte, c'est là que vous allez probablement réaliser à quel point vous êtes accro à votre portable, mais plus précisément aux réseaux sociaux. Donc par rapport à l'addiction aux réseaux sociaux, parce que là il faut venir sur le sujet puisque c'est très important, en fait la question des réseaux, de la suppression des réseaux sociaux a été soulevée par Jaron Lanier, j'espère encore une fois que je prononce bien son nom,
qui est le père fondateur de la réalité virtuelle, hein, informaticien chez Microsoft Research. Donc autant vous dire que lui, l'un des pères fondateurs, il sait de quoi il parle et lorsqu'il nous parle de tout ça, il nous avertit. Donc en fait, il y a des études scientifiques et là pour le coup, écoutez bien parce que c'est très important et c'est très intéressant. Il y a des études scientifiques qui ont montré que supprimer ses comptes, et je précise que lorsque vous allez sur certaines vidéos sur YouTube, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus Facebook, Instagram, rien du tout, hein. À part YouTube, il y a des gens qui ont complètement arrêté et ils ont l'air quand même de mieux vivre. Moi, c'est le constat que j'ai fait quand on regarde les commentaires. Enfin bon, en tout cas, il y a des études scientifiques qui ont montré que supprimer ses comptes permettait d'être plus heureux, d'accord? Puisque se comparer tout le temps avec les autres et voir la négativité, en fait, ça fatigue. Ça permettait d'être plus productif, ne pas regarder ses notifications, être accro. Et il faut le dire, combien de fois par jour vous prenez votre portable pour regarder les notifs, pour aller voir les likes, les commentaires. Ça, il faut prendre le temps d'y réfléchir. Oui, mais là, ah oui, quand même, là, je prends du temps sur les réseaux, ça me prend pas mal de temps. Effectivement, j'ai pas abordé la question du cyberharcèlement, même si j'aurais pu. Effectivement, donc il y a Myriam qui nous dit que il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram et Twitter, chez les jeunes, ce qui peut également conduire au suicide des personnes harcelées. Effectivement, par rapport à cette négativité aussi qu'il y a sur les réseaux sociaux, je vais en parler rapidement, mais effectivement la question du cyberharcèlement, c'est une question que j'ai étudiée mais que je n'aborderai pas en détail avec vous. Mais effectivement c'est important et il faut le souligner parce que justement cette dynamique de cyberharcèlement, elle conduit aussi au suicide. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent et c'est quelque chose qu'on devrait combattre également parce que c'est inacceptable. Donc, il y a une étude qui a été réalisée par l'agence MediaKix sur la population américaine en 2016. Bon, c'est sur les Américains, mais quand même, je crois qu'on n'est pas loin, les Européens, d'accord? Donc, il faut prendre ça avec des pincettes, mais il faut quand même être conscient que c'est une réalité. Les Américains, les amis, en 2016, suivant cette étude-là, on a remarqué quoi? Qu'ils passent en moyenne dans une vie, dans toute une vie, en moyenne, ils passent 7 ans et 8 mois à regarder la TV. 5 ans et 4 mois sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que on passe 3 ans et 5 mois en moyenne, en tout cas les Américains, à manger et à boire. Donc on arrive à un stade où on passe plus de temps dans une vie à être sur les réseaux sociaux qu'à manger et à boire. D'accord? Et bientôt, je pense que les réseaux sociaux, le temps passé sur les réseaux sociaux va dépasser le temps qu'on regarde, le fait qu'on regarde la télé, puisque maintenant il y a de plus en plus de choses qui se font sur les réseaux sociaux. Donc quelque part, la télé, c'est quand même énorme, hein. Je trouve qu'il y a quand même, la télé a quand même pris les devants, mais effectivement, les réseaux sociaux rattrapent la télé. On passe 1 an et 10 mois à prendre soin les Américains, autant pour moi, passent 1 an et 10 mois en moyenne à prendre soin de leur apparence physique, 1 an et 10 mois en moyenne à nouer des relations sociales. Et c'est ce qui est intéressant. En moyenne, ils passent environ 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez, les amis, combien de temps en moyenne par jour vous passez sur les réseaux? Moi, je pense que c'est 2 heures. Personnellement, en ce qui me concerne, ça doit être 2 heures. Mais effectivement, ça me paraît pas beaucoup. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais 2 heures en réalité, c'est déjà pas mal. Donc en moyenne, hein, là, ça c'est une moyenne, je suis pas trop d'accord avec, en tout cas en ce qui me concerne, mais comme c'est une moyenne, c'est pas grave. 40 minutes sur YouTube, 35 minutes sur Facebook, 25 minutes sur Snapchat, 15 minutes sur Instagram et 1 minute sur Twitter. Bon, voilà, il y a des moments où personnellement je vais pas beaucoup sur Twitter, je sais pas pour vous. Je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, je passe beaucoup de temps sur YouTube, un peu moins sur Facebook, mais bon, bref, ça... c'est pas un problème. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que 5 ans et 4 mois, c'est quand même le temps qu'on passe dans une vie en moyenne sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en réalité en 5 ans et 4 mois? Je vous donne quelques exemples que j'ai trouvés sur Internet et qui sont intéressants. En 5 ans et 4 mois, les amis, on peut faire 32 allers-retours sur la Lune, regarder la série des Simpsons 215 fois, escalader le mont Everest 32 fois, courir 10 000 marathons, promener son chien 93 000 fois. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ça veut dire que, est-ce que vous vous rendez compte du temps qu'on passe sur les réseaux sociaux? Ça veut dire qu'on perd énormément de temps. Bon, effectivement, vous allez me dire, bon, oui, mais Alan, je ne vais pas aller sur la Lune.
je regarde pas la télé, le mont Everest, je vais jamais l'escalader et je cours pas. Donc, et j'ai pas de chien. Bon, vous allez me dire ça, je vais dire ok, il y a pas de souci. Mais quand on voit quand même le temps que ça représente, eh bien, au quotidien, je crois, les amis, qu'il faut se réveiller et se dire ah ouais, quand même, je perds énormément de temps dans ma vie. Parce que 5 ans et 4 mois, c'est quand même pas rien du tout. Et on pourrait faire énormément de choses dans ces 5 ans et 4 mois-là. D'accord ? Donc, c'est très intéressant et il faut prêter attention à ça. Hein. Donc, je répète juste ces informations-là parce que je trouve qu'elles sont super pertinentes. On passe 5 ans et 4 mois sur les réseaux sociaux dans une vie en moyenne, notamment les Américains. Et 5 ans et 4 mois, ça représente 32 allers-retours sur la Lune. Un visionnage de 215 fois de la série des Simpsons. Escalader le mont Everest 32 fois. Courir 10 000 marathons et promener son chien 93 000 fois. Alors là, je crois que quand j'ai entendu ça, je me suis dit, eh ben Alan, tu perds énormément de temps sur les réseaux. Il va peut-être falloir que tu diminues, que tu gères. Et les amis, je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment... Le mot d'ordre, hein, je vous dis vraiment aujourd'hui, c'est vraiment de... Comment vous dire? C'est d'être conscient et consciente de l'impact que les réseaux sociaux ont sur nous et également d'être critique, de pouvoir réfléchir par nous-mêmes. Lorsqu'on a certaines informations, lorsqu'on ressent certaines choses, et ça on pourra en parler ultérieurement, c'est se dire, bon ben est-ce que c'est correct? Est-ce que je suis dans la bonne dynamique? Quel est l'impact des réseaux sociaux sur moi? Il faut que je diminue un peu là. Il faut que j'arrête de m'abonner à certaines personnes et parce que en fait c'est toxique pour moi. Maintenant, on parle rapidement du business model de Facebook parce qu'il faut se dire que Facebook, à un moment, c'est vrai que c'est gratuit, mais en général, on dit que lorsque l'utilisateur ne paye pas pour s'inscrire, c'est que c'est lui la marchandise, c'est lui le produit. D'accord? Lorsqu'on ne paye pas pour un produit, c'est que le produit, c'est nous. D'accord? Donc, il faut savoir que le business model, le modèle économique de Facebook, c'est principalement de la publicité. 98,5%, c'est de la publicité parce que Facebook, ils se sont dit, oui, mais en fait, on a fait un réseau social gratuit. Mais à un moment, on a quand même énormément de personnes dessus. Comment on va faire pour pour gagner de l'argent avec ça, sachant qu'on a promis que Facebook serait gratuit? Eh bien, le moyen justement de faire en sorte que Facebook reste entre guillemets gratuit, c'est de faire de la publicité, c'est d'utiliser un modèle économique dans lequel la publicité joue un rôle prépondérant. D'accord? Donc la stratégie de Facebook, c'est ça. Elle est orientée sur un modèle de service totalement gratuit, mais qui l'oblige donc à chercher des ressources en fait de monétisation. Et ça passe principalement, comme je vous l'ai dit, par la publicité, les amis. D'accord? Donc maintenant, quelles sont les alternatives économiques actuelles des réseaux sociaux? J'en ai une en tête en fait, et c'est l'un des pères fondateurs justement qui en parlait. Il disait qu'il y a une alternative qui est possible, ce serait de rendre en fait les données personnelles payantes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes ont accès à nos données. Après, il y a la dynamique de protection des données qui a été mise en place. Mais il y avait cette alternative qui voulait que justement, on rende les données personnelles payantes et que nous, on puisse vendre ces données-là à ceux qui en ont besoin. Et ça créerait une autre dynamique sur Facebook. Mais bon, c'est pas sûr qu'ils aient envie d'appliquer ce modèle économique-là. Je suis pas sûr que ça leur rapporterait énormément de choses. Donc, parlons rapidement des algorithmes de Facebook, d'accord? Parce qu'il faut savoir que les algorithmes, ils modifient énormément le comportement des utilisateurs. En fait, il y a un article de Danilo Duchesne, qui est consultant en marketing et digital et formateur spécialisé dans les publicités Facebook, Instagram, qui explique quelque chose. L'algorithme de Facebook, comment il agit sur nous, les amis? Il a expliqué ça en 4 étapes. C'est comme si on va au restaurant avec quelqu'un. Dans un premier temps, Facebook, l'algorithme, en fait, il va faire un inventaire. Donc, la première chose, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a au menu? Vous devez prendre un plat pour la personne avec qui vous êtes. Donc, vous devez faire un choix. D'abord, vous regardez ce qu'il y a au menu. Donc, l'algorithme de Facebook va faire un inventaire. Quand on se connecte sur Facebook, l'algorithme de Facebook fait un inventaire de tout ce qui a été publié par nos amis et les pages que l'on suit. D'accord? Ensuite, il y a ce qu'on appelle le contexte et les signaux. Quelle heure est-il? Est-ce le déjeuner ou le dîner? Donc là, en fonction de l'heure, on va prendre tel ou tel repas. Donc là, Facebook fait quoi? Facebook analyse ensuite toutes les données à sa disposition pour justement prédire les publications qui vont nous intéresser le plus. D'accord? Et ces données, en fait, Facebook les appelle les signaux. Ensuite, ce sont les prédictions. Est-ce qu'il aimerait du saumon, par exemple? Est-ce qu'il aimerait, je sais pas moi, du poulet? Et à ce moment-là,
Facebook utilise ensuite des signaux pour faire des prédictions sur le contenu qui pourrait nous intéresser. Et le score, c'est quand on passe commande, on décide finalement de faire un choix. Bon, je pense qu'il aimera ça, je pense qu'elle aimera ça. Donc, je fais le choix et on voit. D'accord? Et là, Facebook, là, l'algorithme, en fait, il fait un choix et il classe les publications de notre fil d'actualité. Donc, en fait, on est un peu traqué, il faut dire la vérité. Et l'algorithme, il nous surveille et il influence nos comportements. D'accord? Donc, en fait, le fondateur l'un des pères fondateurs de la réalité virtuelle qui parle, c'est pas moi qui ai inventé, c'est lui qui dit. Il dit qu'en fait, nous sommes manipulés par des algorithmes qui regardent tout ce que nous faisons constamment et nous envoient des changements calculés dans nos fils d'actualité. Il suffit que j'aille sur un site de chaussures rapidement, je reviens sur un site de traduction pour traduire 2-3 mots, je vois les chaussures apparaître, acheter, je me dis mais Yamon, mais faut arrêter quand même. 2 minutes, j'arrive. J'ai regardé ça comme ça, les gens. Et je suis déjà traqué par les algorithmes. Vous voyez à quel point la publicité est de plus en plus omniprésente partout. Parfois, c'est épuisant, mais on fait avec. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le vrai problème, en fait, c'est la machine à manipuler. Pas la protection des données. Parce que tant qu'on sera manipulé par des algorithmes, on aura beau protéger nos données, on sera quand même influencé et manipulé. C'est ça le problème, d'accord? Donc, le truc, c'est que les réponses négatives, et je crois que c'est là où on a un gros problème par rapport aux réseaux sociaux, les amis, c'est que, en fait, les réponses négatives tendent à augmenter plus vite que les réponses positives. D'accord? Quand vous devez gagner la confiance de certaines personnes, qu'on doit se sentir bien, c'est pas facile, il y a un vrai travail à faire dessus. Et vous savez pourquoi les réponses négatives gagnent plus? C'est tout simplement parce qu'en fait, les algorithmes de Facebook attrapent la négativité et l'amplifient et rassemblent les personnes les unes avec les autres, les personnes négatives. Parce qu'en fait, l'algorithme de Facebook, lui, il n'a pas le temps de se dire « Alors, on va fidéliser les gens, on va leur apporter de bons petits contenus, on va attendre qu'ils se fassent confiance pour nous suivre. » Non, en fait, l'algorithme, il se dit « Comment créer de l'engagement chez les gens tout de suite ?» D'accord? Pour moi, par exemple, qui ai une activité, je vais me dire, bon, il faut que je fasse ça, il faut que je développe mon activité, ok, il y aura un peu de pub à faire, mais il faut que je parle avec la communauté et tout. Alors que l'algorithme, il dit quoi? Bon, ben, il regarde, qu'est-ce qui répond le plus? Quand l'algorithme voit les réponses qui apparaissent le plus, on voit bien, les amis, il faut dire la vérité, ce ne sont pas les vidéos d'instruction, les vidéos d'histoire, les vidéos d'éducation qui ont le plus de choses. Quand on voit sur Facebook, c'est la haine, ce sont les commentaires de méchanceté, c'est ce qui ressort le plus. Donc, comme l'algorithme de Facebook, il voit ça, il va dire, bon, bah écoutez, quand on voit que c'est des choses où il y a de la haine, de la critique, de la méchanceté, des gens en désaccord, il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de commentaires, eh bien on va rassembler ces gens-là pour créer une communauté qui a un peu de la haine et on va balancer notre publicité derrière. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il faut le dire, malheureusement, la méchanceté, ben, on voit sur les réseaux sociaux, sur Facebook et tout, même sur Twitter. Oh là là, Twitter, c'est vraiment un réseau social sur lequel, vraiment, je trouve qu'il y a énormément, les gens parlent beaucoup, il y a beaucoup de méchanceté, on attaque beaucoup les gens pour rien. C'est quelque chose d'assez incroyable, d'accord? Après, on pourrait parler des jeux vidéo, mais en fait, les jeux vidéo, comparés aux réseaux sociaux, c'est qu'ils nous rendent accros. Je sais de quoi je parle, même si je me suis calmé un peu sur les jeux vidéo en ce moment. Mais en fait, les jeux vidéo ne nous manipulent pas. Derrière un jeu vidéo, à part le côté addict, il n'y aura pas de manipulation. Alors que Facebook va vraiment, à travers les algorithmes, chercher à nous manipuler. D'accord? Donc après, il y a des organisations comme Daesh, par exemple, qui vont utiliser les réseaux sociaux pour la traite humaine, qui vont notamment utiliser YouTube, avec des processus, toujours dans un processus d'algorithme, de recommandation, pour influencer les gens de façon à ce qu'on tombe de plus en plus sur certaines vidéos qui nous amènent ensuite vers des vidéos de propagande. D'accord? Donc c'est exactement le même système et le Daesh a évolué grâce aux réseaux sociaux. Et oui, ils ont connu un bond grâce aux réseaux sociaux, d'accord? Il y avait aussi donc un exemple de l'Inde et du Pakistan, en fait, où on a vu que finalement, à cause d'informations qui étaient complètement erronées, d'images qui circulaient sur les réseaux sociaux, ben, finalement, ça a créé un vrai conflit, ça a amplifié un conflit entre l'Inde et le Pakistan, d'accord? Puisqu'il y avait eu plusieurs militaires tués, c'était en 2019, c'était en début d'année, et finalement, l'attentat avait été revendiqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que
des personnalités importantes ont partagé l'information et il y a la photo en fait du commanditaire présumé qui est sorti sur internet et tout le monde l'a partagé tout de suite. On a dit regardez c'est lui avec son talkie-walkie. Au final on a propagé l'image et on s'est rendu compte que c'était un fake news, c'était un montage. Ils ont pris le corps d'un mec je sais pas où et ils ont collé la tête du présumé terroriste et pourtant l'information a été diffusée et elle a engendré de la haine derrière. D'accord? Donc c'est là où vraiment on se rend compte que c'est du n'importe quoi. Et pour aller plus loin, c'est qu'ensuite l'armée indienne, elle a riposté. Elle a envoyé 12 mirages puisque c'était contre l'armée indienne en fait l'attentat. Et en fait ils ont envoyé des mirages pour bombarder le camp de terroristes. Et après en fait ils ont publié une vidéo sur internet où on voyait en fait un missile qui allait détruire une base. Pareil, l'information a été diffusée directement et finalement on s'est rendu compte que quoi? C'était que la vidéo en fait venait d'un jeu, du jeu qui s'appelle Arma 2. D'accord? C'est un jeu de guerre. Donc vous vous rendez compte à quel point la manipulation est puissante sur les réseaux sociaux? Et tout ça, ça a créé justement de l'animosité et des conflits entre les deux zones à partir d'informations qui n'étaient même pas réelles. Et c'est pour ça que là, je me dis, vraiment, les réseaux sociaux, il faut faire attention. Et vous savez quoi? 67% des journalistes jugent que les réseaux sociaux sont moins fiables que les médias traditionnels. D'accord? Et la grande majorité d'entre eux l'utilisent comme un simple outil, un outil additionnel en fait. Et c'est pour ça que quand on a des infos sur les réseaux sociaux, faut faire extrêmement attention à ce qu'on partage. Est-ce que c'est vrai? On voit un article tout de suite. Et vous voyez ça? Ah, est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment de recul par rapport aux réseaux sociaux? Quand on voit une information, est-ce qu'on partage tout de suite ou bien est-ce qu'on va tout de suite se dire « Ah, regarde, ça s'est passé, ils ont fait ça, je partage ». On engendre de la haine, on fait ceci, on fait cela et finalement, on se rend compte que quoi? Ah ben, est-ce que ce qu'on a partagé était réel? D'accord? Il y a un point très important les amis et on va pas tarder à se laisser mais il y a un point très important, il faut que je vous dise ça, c'est que il faut savoir une chose. Certaines personnes qui ont lancé Facebook disent qu'elles savaient qu'elles étaient sur le point de créer quelque chose qui allait créer des personnes addictes et mauvaises. Ils savaient pertinemment qu'en créant ça, ça allait créer un climat qu'on a aujourd'hui. Je cite les propos de Sean Parker, le premier président de Facebook. Écoutez bien. Ces propos ont été rapportés dans un article de Guardian. Le premier président de Facebook, Sean Parker, il a dit ça. Il a dit... Seul Dieu sait ce que Facebook inflige au cerveau de nos enfants. Facebook interfère probablement avec la productivité d'une façon étrange. Les créateurs, je cite, les créateurs de Facebook savaient d'emblée qu'ils étaient en train de créer quelque chose d'addictif qui exploitait la vulnérabilité psychologique humaine. Et c'est pour ça que justement, j'avais fait un live sur les représentations mentales et ça parlait un peu de la psychologie. Les amis, quand on ne comprend pas notre propre psychologie, on est amené à être facilement manipulé. C'est un fait. Et les personnes qui font les réseaux sociaux, qui sont au-dessus de nous, ont compris ça bien avant nous, les amis. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être conscient et qu'il faut justement avoir un esprit critique. C'est lui qui le dit, c'est le premier président de Facebook, c'est pas moi. Les créateurs de Facebook savaient d'emblée qu'ils étaient en train de créer quelque chose d'addictif qui exploitait la vulnérabilité de la psychologie humaine. Et Sean Parker, justement, il a expliqué que l'objectif était le suivant. Comment dépenser autant que possible le temps et l'attention consciente des utilisateurs. C'est cette mentalité-là qui a amené à la création de caractéristiques telles que le bouton « J'aime », par exemple, qui donnerait aux utilisateurs une petite décharge de dopamine pour les encourager à importer plus de contenu. Et pour la petite anecdote, les amis, quand vous allez sur Instagram, je vous demande de prêter attention à ça pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont Instagram. Si vous remarquez bien, lorsque vous ouvrez Instagram, vos notifications, vos j'aime, vos commentaires n'apparaissent pas tout de suite. Bonsoir à Claudette qui nous a au passage rejoint et j'espère que tu vas bien. Quand on va sur Instagram, vous allez voir qu'il y a un temps d'attente qui est de quelques secondes, quelques millièmes de secondes, avant de voir apparaître les notifications. Pourquoi? C'est pas un bug, c'est pas fait quelque chose. C'est quelque chose qui a été fait volontairement. Pourquoi? Pour que lorsqu'on arrive sur Instagram, en fait, on ait une petite montée d'adrénaline, une montée de dopamine qui va nous faire du bien. Ça veut dire que j'arrive sur le réseau, j'attends un peu et là, j'ai les likes qui arrivent. Et là, les amis, je vous le dis parce que je l'expérimente et c'est vrai. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, mince. Parce que ce petit temps qu'il y a entre le moment où on arrive sur l'application et le moment où les likes arrivent, ça crée en fait ce sentiment de
Ah ouais, un sentiment de dopamine. J'avais déjà parlé un peu de la dopamine, mais c'est une hormone en fait qui est liée au sentiment de récompense et qui va justement nous pousser à faire quelque chose de plus en plus, qui va nous rendre accro. Ça va super bien, Claudette, ça va super bien, et j'espère que toi aussi tu vas bien et que ton dimanche se passe pour le mieux. Donc voilà, les réseaux sociaux ont eu aussi un effet en politique, hein, lorsqu'il y avait les élections de Trump, d'accord, il faut le dire, hein, c'était... il y a eu un article en fait du site Usine Digital publié en novembre 2014 où justement ils expliquaient comment Facebook influence les élections américaines, puisque Facebook en fait a profité des élections américaines de mi-mandat en 2014 pour expérimenter pour la 4e fois son dispositif encourageant les utilisateurs à aller voter. Facebook a ainsi montré son influence grandissante sur la démocratie moderne. Ça veut dire que vous vous rendez compte qu'on arrive à un stade, une ère où les gens peuvent être influencés même dans leur vote. Ça veut dire que est-ce qu'aujourd'hui la démocratie, même si bon, la démocratie on pourrait faire un débat dessus, c'est pas un mot qui me parle, aujourd'hui je ne vois pas ce que ça représente, mais en tout cas on se rend compte qu'on peut complètement être manipulé et même au niveau des élections, hein, on met quelques fake news, on influence les gens à aller voter et c'est réglé, on élit le président qu'on veut. Hein. Donc autant vous dire que les réseaux sociaux en termes de manipulation, ça y va, d'accord? Et Facebook a démontré en fait que les utilisateurs qui avaient la possibilité de partager le bouton « J'ai voté » avec leurs amis étaient plus enclins à aller voter que ceux qui n'avaient pas accès au bouton de partage, d'accord? Même s'il y a certains experts qui pointent du doigt justement le risque de manipulation des élections, Facebook en fait a le choix aujourd'hui et la possibilité en tout cas d'avoir un certain impact sur les élections et de pouvoir influencer le plus grand nombre des utilisateurs, puisque aujourd'hui on a énormément de personnes sur Facebook, je pense que ça se compte en milliards. Donc voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, donc sur les réseaux sociaux. Donc pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, vous avez un petit peu raté la partie sur vraiment l'impact sur la confiance en soi et les témoignages notamment hein, de personnes qui expliquent comment elles déforment les photos, le voyeurisme, comment on est arrivé dans une société où finalement le narcissisme est devenu normal, dans une société où les réseaux sociaux sont omniprésents et où finalement on perd notre confiance en soi parce qu'on se compare à des personnes qui nous montrent leur vitrine et nous on compare notre arrière-boutique. Donc voilà, faut savoir, faut toujours rester conscient, c'est le mot de la fin, restez conscient, soyez vraiment conscients et conscientes les amis. D'accord, aujourd'hui, pensons par nous-mêmes. N'acceptons pas toutes les informations qui sont données comme des informations sûres, des informations absolument vraies. Réfléchissons, soyons critiques, observons et devenons de vrais acteurs du monde de demain. Et d'ailleurs, j'envoie un big up à Radio Mayuri Campus. Et la Guyane, c'est pour très bientôt. Hein, là, le Meetup Guyane, pour ceux qui sont au courant. Meetup Guyane qui arrive dès le début du mois d'août. Je suis content de revenir et voilà, ça va vraiment être cool. Donc les amis, pour ceux qui sont complètement en vacances, passez de très bonnes vacances, et pour ceux qui sont toujours au charbon, qui travaillent, qui font ce qu'il y a à faire, continuez de plus belle. En tout cas, on se voit en Guyane pour le meet-up et on se reverra. Et on se voit à la fin du mois d'août pour un prochain live sur Radio Mayuri Campus. Portez-vous bien tout le monde. À très bientôt. Ciao, ciao.